Bonjour à tous. Alors, bienvenue à l'émission À l'écoute de vos rêves. Et aujourd'hui, j'ai un invité très particulier parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour le travail qu'il a fait sur les rêves depuis de nombreuses années au Québec. Un auteur bien connu, psychanalyste jungien et que tout le monde adore ici, Guy Corneau. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue, Guy. Surtout, merci à toi de venir nous parler du monde du rêve. Tout d'abord, je vais ajouter un petit peu quelques informations. Donc, Guy, il est auteur de 6 livres, dont le fameux best-seller « Père manquant, fils manqué ». Et tous ces livres sont best-sellers. Oui, après ça, il y a eu L'amour en guerre. Après ça, il y a eu La guérison du cœur, qui est sur le sens de la souffrance. Après ça, il y a eu Victime des autres, bourreau de soi-même. Ça, c'est tout autour de la légende d'Isis et Osiris. C'est comme c'est écrit 300 pages sur un rêve, au fond, sur un mythe. Et après, j'ai écrit Le meilleur de soi, qui résumait pas mal ma pensée jusque-là. Puis le dernier, c'était Revivre. C'est un passage à travers le cancer. C'est Guy Corneau en train de... à l'épreuve de son propre enseignement. Oui, de mettre en pratique tout ça. Voilà. Et dans ce livre-là, tu relates plusieurs rêves aussi. Que tu as bien mis. sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Des rêves très importants. Quand on est malade, il y a des rêves très profonds qui nous visitent. Oui. Qui nous visitent, nous donner de l'information, la cause, le processus de guérison, les choix, etc. Donc, ça nous permet de rester en contact avec son corps qui est en train de vivre un grand processus important. Donc, alors Guy, aujourd'hui, sur le thème « À l'écoute de vos rêves », alors nous, les auditeurs et moi-même, nous voulons être à l'écoute de l'enfant que tu étais. Est-ce que tu rêvais beaucoup lorsque tu étais jeune? Quand j'étais jeune, j'avais peur de mon imagination. En fait, je suis un enfant qui avait beaucoup d'imagination, mais ça allait pas bien dans ma famille. OK. Et je m'étais mis à imaginer trop de choses dangereuses. Par exemple, j'imaginais qu'il y avait un serpent un serpent venimeux qui dormait au pied de mon lit. Sous les couvertures. Et donc, pendant des années, j'ai pas dormi. J'ai dormi recroquevillé dans le haut du lit, de peur d'être mordu par un serpent. Donc, je me suis mis à avoir très, très peur de ce que j'imaginais. J'avais peur que ça devienne réel. Alors, bien sûr, maintenant, je sais comme psychanalyste que j'avais mis toute ma haine. Ça allait pas bien. Donc, toute ma colère, mon agressivité, ma haine d'enfant, ma terreur aussi d'enfant, je l'avais mis là dans ce serpent-là qui était au bout du lit et qui m'attendait. Bon, j'avais peur qu'il se matérialise parce que, bien sûr, cette rage-là, elle était réelle, elle n'était pas imaginaire. Mais, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, j'ai dormi. J'étais un enfant qui a dormi des années de temps dans une sorte de cauchemar vivant, en fait. Et j'avais des rêves aussi de ça. J'ai déjà rêvé que je me faisais précipiter dans un lit de corde, mais c'était tous des serpents. Et qui se retournait contre moi. Donc, j'ai une enfance difficile au niveau de l'imaginaire, je dirais. Mais en même temps, j'étais un petit garçon qui était très imaginatif. Donc, j'avais commencé à écrire un petit roman. J'étais tout jeune, je savais à peine écrire. J'écrivais un roman qui s'appelait Rouge. Et c'était tout comment... moi, j'étais passionné par l'idée de commettre un meurtre parfait. Et donc, c'est un enfant qui trouvait la façon de commettre des meurtres parfaits. Donc, j'avais déjà trouvé par moi-même qu'il fallait que ce soit un meurtre sans mobile. Pas qu'il y ait mobile et que ce soit un meurtre qui est presque par accident, dont les victimes sont accidentelles, parce que pour pas qu'il y ait de cause à effet. Donc, j'étais un enfant qui était beaucoup pris dans toutes sortes de ce monde-là, au fond. Puis j'avais aussi un petit serpent avec une pompe là, qui sortait de son nid. Puis je jouais beaucoup à faire sortir le serpent et enlever ma main de peur qu'il me morde. Donc, j'étais beaucoup pris dans cet univers-là, des phobies, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de violence dans ma famille. Et moi, je réagissais très mal à tout ça. Là. J'étais pas bien. OK, c'était un enfant dérangé et dérangeant. Et dérangeant. Oui, c'est ça. Oui, je faisais ma part. OK. Et là, les rêves ma part va pousser ma mère à bout. Okay. Je lui disais, toi, tu m'auras pas. En tout cas, c'était très, très grave. Et à l'adolescence, donc, il y a eu les cauchemars avec le serpent. À l'adolescence, est-ce que les rêves se sont transformés? J'ai eu une adolescence extraordinaire, en fait, parce que j'avais découvert le théâtre, la musique, tout ça, puis la drogue aussi, et le sexe, et donc la sexualité. Et c'était fantastique parce que j'avais plein d'idées, plein la tête. Et donc, les rêves devenaient beaucoup réalité, en fait. Mes rêves, imagination par rapport à la vie. Et donc, j'ai eu une adolescence bénie, je dirais.
OK, ça venait compenser. Ah oui, non. Oui, c'est ça. Elle a eu un point d'orgue malheureux, mais bon, quand même, Et donc, les rêves, à ce moment-là, je me rappelle plus trop de mes rêves de mon adolescence, mais je vivais dans une sorte de rêve, en fait. C'était j'étais très en action, puis ça me plaisait beaucoup, puis je faisais du théâtre, je faisais de la politique étudiante. J'étais vice-président d'un collège en pleine contestation. Oh, wow! On dormait pas beaucoup, disons. Je dormais pas beaucoup. Les nuits étaient courtes? Les nuits étaient très courtes, et puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Tout ça, c'était une école fantastique, justement, pour apprendre à rêver sa vie. Oui, donc là, tu vivais plus ta vie de rêve à l'adolescence. Bon, on prenait beaucoup de drogue aussi, hein. Ça fait qu'on rêvait pas mal de façon éveillée, je dirais. Je sais pas si on peut appeler ça de façon éveillée. En état second, provoqué par des drogues plus ou moins fortes. Voilà. Ah oui, c'est vrai, là, ça ben oui, c'est ça. Écoute, moi, l'imagination. J'étais... en 1970, j'avais 19 ans, là, à Chicoutimi. Puis à 17 ans, 18 ans, j'étais en pleine contestation en 69. Puis, écoute, t'es vice-président d'un collège, ça va vraiment mal. la police te poursuit dans les rues, puis on est donc. Mais j'ai trouvé ça passionnant, moi, tout ça. C'était une belle école de vie, là, à ce moment-là. Fantastique, parce que tu négocies avec les autorités, tu passes par toutes sortes de phases là-dedans, tu essaies de concilier des choses. Non, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était la naissance des cégeps. Hein. Ça permettait beaucoup de choses à ce moment-là. En quelle année c'était? Ben, c'est ça. Toi, les cégeps ont commencé en 67. Moi, en 68, j'étais déjà au cégep. Ça fait que c'était ces années-là, 68, 69, 69, 70. Moi aussi, je suis arrivée au cégep en 69. Ouais. Mais c'était extraordinaire, ce milieu-là de vie. Oui. La liberté. La liberté, oui. Exactement. Et là, ton choix de carrière. Oui. Est-ce qu'il s'est fait suite à des prises de conscience dans la vie de jour ou certains rêves de nuit t'ont guidé? C'est-à-dire que le théâtre, mon amour du théâtre s'est poursuivi au-delà de mes études universitaires. Puis je me rappelle à un moment donné, on avait une sorte de commune de théâtre à Sainte-Thérèse de Blainville, pour tout dire. Et on faisait du théâtre pour enfants le jour et du théâtre pour adultes le soir. Et je me rappelle, c'était Germain Beauchamp, qui est bien connu à cette antenne, Germain Beauchamp. Oui. Germain dirigeait notre troupe de théâtre à l'époque. Là. Du moins, il dirigeait la troupe de théâtre pour enfants, puis moi, je dirigeais la troupe de théâtre pour les adultes. Okay. Et donc, Germain était très féru de psychanalyse, de Freud, de Jung et tout ça, Rank, Otto Rank et tout ça. Puis ça avait commencé à Chicoutimi, là, déjà, tout ça. Là. Okay. Et puis, notre théâtre est déjà très symbolique, toujours à deux niveaux, un niveau de réalité, un niveau de commentaires sur la réalité, avec des personnages symboliques et tout ça, de la musique, comme des chœurs grecs, au fond. Et donc, on vivait... Plusieurs membres de la troupe de théâtre, on vivait ensemble dans la même maison, début des années 70, les fameuses communes des années 70. Et Germain analysait nos rêves au bout de la table avant qu'on aille jouer dans les écoles le matin. Wow. Et moi, je me rappelle d'avoir écrit mes rêves, là, littéralement, pendant 1 an et demi, sans savoir un mot de ce que ça voulait dire. Puis Germain, de temps en temps, il me donnait une petite explication, puis des choses comme ça. Okay. Jusqu'à temps qu'il trouve un psychiatre... un psychiatre suisse qui était à la retraite, qui s'appelait Gustave Morf. Et Gustave Morf avait suivi des séminaires avec Jung, parce qu'il était suisse, donc il avait suivi des séminaires avec Jung à Zurich. Il était passionné par toute l'aventure jungienne. Il était à la retraite, le docteur Morf. Okay. Et là, Germain était tout content d'avoir trouvé un thérapeute soi-disant jungien, en tout cas, qui était très amoureux de Jung. Et alors, toute la troupe de théâtre s'est retrouvée à suivre en analyse chez le Dr Morf. Et tellement qu'à un moment donné, il dit, écoutez, je vais vous donner des cours sur Jung. Alors, le mercredi soir, on se rencontrait chez lui. Et ça a donné jusqu'à la naissance du Cercle Jung de Montréal, du cercle de là vient le cercle d'études de psychologie analytique de Montréal, donc du Cercle Jung, et en 1975. Donc, toute cette époque-là, ces 5 années-là, ont été très, très marquées par les rêves, le théâtre, l'imagination au pouvoir, dans le fond, le théâtre pour enfants aussi. Germain qui analysait nos rêves, et ensuite du Dr Morf qui continuait le travail avec les rêves et tout ça. Et je me rappelle que donc ça veut dire que j'avais 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à avoir des cahiers de rêve. Écoute, tu dois en avoir des piles et des piles. J'en ai aussi des piles et des piles de cahiers de rêve. Et quand tu relis ça, tu te dis, mais là, on ne se rappelle pas de beaucoup de choses. On ne se rappelle pas de toutes les choses qu'on a rêvées. Il y en a qu'on se rappelle. On est surpris. On est surpris. Moi, très j'ai surpris. rêvé ça. Oui, on est très, très surpris. Mais je me rappelle à l'époque, oui, c'est ça. Mais je me rappelle, enfin, il faudrait que je retourne dans mes cahiers, mais
Je me rappelle quand même que j'étais un adolescent et un jeune adulte quand même assez doux. Et après, par la suite, en reprenant mes rêves, j'ai compris que les figures d'anima qui se présentaient étaient, elles, assez... pas violente, mais était oui, assez dominatrice. Confrontante. Oui, confrontante, dominatrice et tout ça. Pour le moment, j'étais plutôt le genre d'adolescent un peu perdu dans le monde de ses rêves, tu vois. Et de jeune adulte comme ça. Et voilà. Mais ça veut dire que dès ce moment-là, les rêves ont fait vraiment beaucoup, beaucoup partie de ma vie, en fait. Énormément. OK. Puis le fait de les écrire à ce moment-là, pour toi, c'était une façon d'explorer des parties secrètes de toi? Tu voyais tout ça ou tout simplement un exutoire de laisser sortir? Bien, je pense que j'étais d'abord tellement surpris. Du contenu? Oui. Des rêves. As-tu un exemple en tête? Oh, je sais pas. Moi, je rêvais beaucoup des rêves d'inondation, des routes près de l'eau, des choses comme ça. Mais c'est sûr que j'ai probablement une personnalité un petit peu médiumnique sur les bords. Là, je sais pas trop. Je vois au tarot, puis je lisais des tarots pour mes amis. Ils aimaient toujours bien ça. Moi, je comprenais pas exactement ce que je faisais, mais disons que ça marchait. Et puis, j'étais beaucoup dans ce monde-là. Des rêves, en fait. De l'imagination, de l'imaginaire. Et puis... oui, je me rappelle pas de tout ce que je pouvais rêver à l'époque. Il y a un rêve que je relate quand même dans Père manquant, fils manqué, où je dois porter mon père dans des escaliers. Et pour l'amener aux toilettes, en fait, pour uriner. Puis il y a Jane Fonda qui est dans ce rêve-là, qui coach quelque chose, là, qui me coach à faire ça. Et ça, c'était le début de l'écriture de Père manquant, fils manqué. Et là, je me suis dit, wow, je suis vraiment en train de sortir quelque chose de très, très lourd. Oui, des profondeurs. Quelque chose. Puis de l'amener à une expression. C'était l'uriner, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je me rendais bien compte aussi que c'était pas juste mon histoire avec mon père, c'était l'histoire des pères. Au Québec, je pensais au début, puis après ça, je me suis rendu compte que c'est l'histoire de bien des pères dans le monde entier. Oui, parce que ton livre est devenu un best-seller et traduit en plusieurs langues. Oui, une vingtaine de langues. C'était un livre qui a fait pas mal de tour. Donc, ça, c'était un rêve marquant dont je me souviens bien. J'avais 36 ans à peu près, 36 ans à ce moment-là. OK. Ouais. Donc, ta carrière d'auteur a commencé à ce moment-là, alors que quand tu étais tout jeune, tu avais écrit un roman. Oui, non, mais j'ai écrit pour le théâtre. J'ai écrit des pièces de théâtre pour enfants. J'ai écrit des pièces de théâtre pour adultes aussi. J'ai écrit pour le théâtre, oui, c'est ça. Puis c'était un groupe de création, donc on faisait nos pièces, on écrivait, on jouait, on faisait la mise en scène. J'ai fait de la musique pour le théâtre aussi, toutes sortes de choses. Ouais. Oh, donc, non, c'était vraiment un groupe très, très actif. C'était super intéressant. Non, c'était passionnant. C'était passionnant, oui. Puis Germain aussi était passionnant parce qu'il y avait beaucoup de connaissances, puis beaucoup d'idées sur le théâtre aussi, mais beaucoup de connaissances sur la psychanalyse, la psychologie, les rêves et tout ça. Donc, c'était un peu notre mentor à l'époque. Un mentor, très précieux. Tout à fait. Donc, le rêve. Ça me rappelle un petit clin d'œil quand je suis arrivée au cégep, moi, à Montréal, en 1969. Le rêve que je faisais le plus souvent, c'était que je perdais mon sac à main. Et puis, ce n'est que plusieurs années plus tard que j'ai compris que Nicole de la campagne qui arrivait en ville, je devais changer la perception de qui j'étais. Mon identité était en transformation. Oui. Alors, le fameux sac à main, jusqu'au jour où j'ai accepté que ça serait correct et je l'ai vraiment perdu dans la réalité. Puis, ça a fait comme, je vais aller me faire des nouvelles cartes d'identité, des nouvelles clés. Et j'ai retrouvé le sac à main après. Comme si l'ayant compris le message. Alors, quand il y a des grandes transformations, en tout cas, nous, les femmes, notre sac à main, on met tout dedans. Hein? Ça fait on tient beaucoup de choses. Non, je me rappelle quand j'étais allé étudier à l'Institut Jung aussi, quand j'avais pris cette décision-là. Ça, on était en 76. Okay, donc, et là, j'avais fait un rêve aussi, mais ça m'avait fait terriblement peur, ce rêve-là. Ah oui? J'avais rêvé que j'étais dans la cour de... J'ai fait beaucoup de rêves importants dans la cour de mon enfance. Okay. Et là, j'avais rêvé qu'elle était entourée de platanes, mais les arbres avaient tous été coupés complètement. C'est une pratique qu'on ne fait pas ici, mais ça se fait en Europe. Et, pour redonner de la vigueur à l'arbre. Oui, c'est ça. Mais là, il les coupe vraiment. Il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus rien. Là, le tronc, est-ce qu'il reste là? Oui, le tronc reste là, mais il coupe à la racine de toutes les branches, quasiment. Okay. Et ça donne un paquet de nouvelles branches. Et donc, j'avais rêvé à ça, puis... il y avait un serpent qui se promenait au-dessus, un gros serpent qui se promenait au-dessus de ces arbres-là. Puis moi, j'étais dans notre cour, puis j'avais très, très peur de ce rêve-là. Parce que j'avais l'impression que la décision que j'avais prise allait
couper ma vie. Je travaillais au théâtre, puis j'avais l'impression que tout perdre, là. Et que dans le fond, c'est juste que quand je suis arrivé en Europe, que j'ai vu qu'il y avait des allées complètes d'arbres comme ça. Des platanes. Et qu'on avait coupé comme ça pour leur redonner une deuxième vie, en fait. Alors, je commençais une deuxième vie. C'était ta deuxième vie. Le monde d'analyse. Et le fameux serpent. Là, je suis certain que les auditeurs pensent en ce moment, mais le serpent, est-ce que c'est un symbole universel? Que veut-il dire pour toi, en tant qu'analyste jungien? Il me faisait peur parce que j'avais peur d'être dévoré par ce serpent-là. Dans mon rêve, c'était plus un petit serpent, là, c'était gros. Donc, j'avais peur, mais j'avais peur. Donc, c'était un élément de menace, de danger. Oui, c'est ça. Je le voyais beaucoup plus comme presque une représentation de la mer négative, tu sais, qui dévore, qui étouffe, c'est ça, j'avais peur de ça, en fait. Oui. Mais je venais d'une enfance comme ça aussi, donc le serpent, il y avait beaucoup d'éléments liés à... Ça, il symbolisait toute la menace de l'enfance. Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des serpents dans tes rêves? Non, ça arrive. Non, je me rappelle pas avoir rêvé de serpent dernièrement, là, pas du tout. Sont-ils devenus des amis, peut-être même? Oh oui, je sais pas trop. Non, j'ai plus eu de problème avec les serpents dans les rêves. Ils ne t'achalent plus. Non, pas du tout. OK. Alors aujourd'hui, l'homme que tu es maintenant, qui a passé... D'ailleurs, il y a la période, évidemment, du cancer où tu as eu des rêves marquants. Est-ce que tu pourrais nous en raconter un aujourd'hui? Oui, je peux vous en raconter deux, en fait. Un que je raconte au début du livre, à un moment du diagnostic de cancer. Parce que c'était un cancer grave, c'était un cancer de stade 4. C'était un cancer du système lymphatique que j'ai eu. C'était un lymphome qui touchait l'estomac, la rate, les 2 poumons. Et donc, beaucoup de micro-lésions cancérigènes. Okay. Cancéreuse. Et donc, là, j'avais rêvé. C'était incroyable, ce rêve-là. J'étais sur un pic de montagne. J'avais vécu ça au Mexique déjà, ça me rappelait ça. Et là, je voyais sur un autre pic de montagne un village. Tu sais, ils ont souvent des villages étagés là, en haut des montagnes au Mexique. Puis les gens viennent là de tous les coins pour le marché, par exemple, du dimanche, des choses comme ça. Et donc... Et je le voyais, mais il était très, très fluctuant parce qu'il y avait une tempête de sable. Alors, le village que je voyais devant moi, il apparaissait, il disparaissait, puis on était nettement au-dessus des nuages. Tu sais, c'était incroyable comme vision. Puis moi, je décide d'aller vers ce village-là et j'y arrive à la tombée de la nuit. Et à la tombée de la nuit, là, je me retrouve sur la place du village, la place carrée du village. J'ai souvent des places carrées, effectivement, dans les villages sud-américains. Et donc, je suis à la place carrée du village et là... Quand j'arrive là, il y a une armée de punks qui fait noir. Il n'y a pas de lumière. Tout, il fait noir et tout le monde est habillé en noir. On voit juste le reflet des chaînes et tout ça. Et il y a beaucoup d'adolescents et d'adolescentes qui sont en train de manger une rockstar, en fait, de la dévorer toute crue. Et c'est cette rockstar-là qui vient de faire un concert. C'est un beau jeu de mots, un bon jeu de mots, c'est ça. Oui. Et donc, là... ils sont en train de le dévorer vivant. Et moi, là, c'est une scène absolument horrible. Alors, je me mets à courir pour fuir cette scène-là. Il y a un de ces punks-là qui court après moi. Et alors, tout le reste du rêve, c'est il me pourchasse. Puis moi, je fuis. Je passe à travers ma maison en vitesse. Il continue à travers ma maison. Puis le rêve, arrête parce que j'ai peur. Puis que là, il faut que je sorte de ce rêve-là. Okay. Et donc, c'était vraiment un rêve d'angoisse. Et ça symbolisait bien l'angoisse que j'avais. Mais ça posait aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qui était... mise à mort par le cancer. Et donc, c'était à faire avec justement cette rockstar-là. Qu'est-ce qui veut te dévorer? Oui, mais ça, il y avait toutes les... ça, je me disais que c'était toute l'adolescence. Au fond, c'était toutes les forces vives. C'est quand même... c'est des jeunes adolescents, des jeunes adolescentes. Et je me dis, il y a toute une force vitale auquel je résiste en moi. Puis c'est ça qui... C'est étonné d'attendre. Là, puis ça va... Et ça cherchait à abattre la partie... plus vedette, au fond. Hein? J'ai une vie très privilégiée comme psychanalyste. Auteur, conférencier, animateur à la télévision. Rockstar de la psychanalyse. Oui. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est ça qui voulait être mis à mort par le cancer. Et quand j'ai compris ça, je me suis mis à lâcher sur beaucoup d'aspects d'apparence, des fonctions même de ma vie de psychanalyste et tout ça pour me plonger là-dedans, à rentrer en contact avec
les forces vives là, qui voulaient, elle qui était trop réprimée. L'artiste en toi. Assoiffée de sang, je dirais. Ouais, c'est ça. Et donc, ça, c'était le début. Au début, donc, de la maladie. Mais après ça, j'ai fait un autre rêve. Il est très, très important pour moi. Et dans ce rêve-là, j'ai rêvé que je devais aller visiter les catacombes de Montréal parce que les scientifiques avaient réussi à isoler un phénomène naturel. Ils avaient réussi à isoler un cœur qui battait tout seul depuis 30 ans, sans être branché à un autre organe ou à aucune pompe électronique. Et moi, je pensais que j'allais aller visiter, je sais pas, le cœur du frère André qui battait dans un bocal, tu vois, quelque chose du genre. Oui. Et donc, je me présente là, un lundi matin, aux catacombes de Montréal. Il n'y a pas de billetterie, il n'y a rien de ça. Mais il y a une femme qui est avec moi que je connais absolument pas. Et qui est comme très évanescente, qui est plutôt... Mais elle me connaît beaucoup, là. C'est comme ma blonde, ma mère, ma femme, je sais pas trop, tout ça en même temps. Et je dois ouvrir la porte des catacombes. Et c'est une immense porte, comme dans les représentations du tombeau du Christ, là, la porte du tombeau du Christ dans le petit catéchisme. Mais il faut avoir la clé. OK. Et moi, j'ai pas de clé pour ça. Puis c'est une toute petite serrure minuscule qui prend une clé carrée. Et je fouille dans ma poche, puis tout à coup, je trouve la clé des catacombes. Et donc, j'ouvre la porte. Et là, je me retrouve dans une pièce où il n'y a pas du tout de cœur qui bat depuis 30 ans. C'est une pièce, au contraire, qui n'a pas été visitée depuis 30 ans. Alors, tout est poussiéreux. Et je reconnais ce qu'il y a là parce qu'il y a 2 tables de montage. Et il y a une table de montage avec des grosses bobines à l'époque, là. C'était pas le digital. Des grosses bobines pour le film. Donc, il y a une table de montage pour le film, puis il y a une table de montage pour la musique. Avec des grosses bobines. Mais les 2 tables de montage sont montées, c'est-à-dire littéralement sur des boîtes de carton. C'est très bancal, là. C'est très pauvre comme environnement. Toutes les... voilà, c'est extrêmement poussiéreux. Alors, ça, c'est ça. Mais la pièce dans laquelle on est, elle, c'est plutôt... c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est comme on est comme dans une soucoupe volante. C'est vraiment stainless steel, là, puis les verres, les grosses fenêtres de verre qui descendent... c'est ça, en biais. Puis on est à moitié immergé dans le Saint-Laurent et à moitié émergé. Écoute, c'est un lieu fantastique. Et là, moi, je m'en vais à la fenêtre parce qu'on voit le fleuve. On est à la hauteur de l'eau du fleuve. Et là, on voit que la femme qui est avec moi, on voit qu'il y a une jeune femme qui est couchée sur une des dalles de béton qui servent à embarquer puis débarquer les bateaux de l'eau, là, les embarcadères, en fait. Okay. Une dalle de béton qui descend dans le fleuve. Et là, elle est couchée là-dessus. Et elle donne naissance à un enfant. Mais elle donne naissance à un enfant à cet endroit-là pour le noyer dans le fleuve. Elle a donc de la lumière, pas de la lumière, mais de l'eau jusqu'à la taille. Et elle veut noyer son enfant. Et moi, quand je vois ça, je dis à mon ami, j'ai dit, ben là, il faut aller l'aider absolument, ça n'a aucun bon sens. Et donc, on sort en vitesse. Et c'est aussi un rêve qui commence le matin et qui finit le soir. Là, on est rendu au crépuscule. Et là, je me précipite dans l'eau pour sauver l'enfant parce que le poupon, il est né, là, puis il flotte, puis s'en va. Alors moi, je vais sauver le petit poupon pendant que mon ami aide cette femme-là à se relever. Et là, je ramène le poupon à la mer. Je dis, écoutez, vous ne pouvez pas laisser mourir, on va vous aider. Écoutez, c'est la vie, c'est extraordinaire, vous ne pouvez pas laisser mourir ça. Et là, tout à coup, donc je suis penché sur elle, et quand elle se relève la tête pour me regarder, c'est l'actrice Céline Bonnier qui est là. Oui. OK. Et donc, et le rêve se termine là-dessus. Alors ça aussi, c'est un rêve impressionnant parce que ça me disait qu'au fond, j'avais laissé de côté depuis 30 ans des choses très importantes pour moi. Puis les catacombes, c'est des ossuaires. Hein, c'est l'endroit où on garde les os. Et donc, mais que là, il y avait un cœur dont personne ne s'était occupé depuis 30 ans, mais qui battait encore. Et donc, c'est sûr que, et comme c'est relié avec Céline Bonnier, l'actrice, c'était toute la vie artistique, la vie avec le théâtre que j'avais laissé aller. Et là, je comprends que si je m'occupe pas de cette dimension-là de moi, la dimension plus qui a besoin de cette expression-là, que ma vie va aller se noyer dans le cancer et que, au lieu de vivre, ce poupon-là, il va mourir. Et donc, c'est comme ça que j'avais interprété le rêve.
Et donc, je me suis remis à faire... Pendant que j'étais malade, j'ai fait de la musique, de la poésie. J'ai même écrit une pièce de théâtre, en fait, qui a été jouée en France. Pendant ta convalescence? Oui. Non, même pendant la maladie. Pendant la maladie, oui. Sans savoir le résultat du traitement? Oui, bien sûr. Et donc, c'était un rêve, c'était un rêve très, très marquant. Oui, de faire revivre ton cœur d'artiste. Oui, c'est ça. Ouais, c'était très orienté là-dessus. Ça, c'est dans le processus à ce moment-là. Puis c'est intéressant parce qu'au début du rêve, tu dis « Je dois ouvrir cette porte ». Et la clé était déjà dans tes poches. Dans ma poche. Mais ce qui est plus drôle, c'est que cette clé-là, dans mon rêve, après le rêve, je me disais « Mais je connais cette clé-là, elle est où? » Puis j'ai tellement cherché, je n'ai pas trouvé. Puis à un moment donné, j'ai plusieurs guitares. Et donc, j'ai eu affaire à déplacer mes guitares. Puis tout à coup, j'ai vu ce qui pendait à un des boîtiers. C'était la clé de guitare. Mais c'était aussi la clé d'un vieux boîtier de guitare. C'est pour ça que je ne déplace pas souvent. Et c'était une de ma plus vieille guitare, en fait, quand j'avais 15 ans. Puis est-ce que tu as repris la guitare? Ah oui, non, je fais de la musique chaque semaine. Oui, hein? Parce que je me souviens que tu nous avais fait une belle chanson dans l'Estrie lorsqu'il y avait eu un atelier en 1997, 98. Oui, la mort par longtemps, c'est ça? Oui. Excellent. Alors, et à la fin... Donc, à la guérison complète, y a-t-il eu un rêve clair qui montrait que le corps avait tout repris son pouvoir, l'harmonie? J'ai fait un rêve très, très impressionnant à la toute fin du traitement, alors que j'étais déjà en convalescence depuis 1 mois. J'ai fait un rêve où dans mon rêve, j'étais à la campagne et je devais creuser un trou dans la terre avec mes mains. Et un trou assez large pour planter un gros arbre. Et à la fin du rêve, c'était ma tête qui était plantée dans le sol. Et j'avais toutes sortes de grandes feuilles vertes autour de la tête, là, puis comme les plantes exotiques. Et puis, mon visage était au soleil, j'étais très souriant. Puis là, il y avait toute une musique de trance africaine qui commençait. Et puis là, je comprenais que ce cancer-là avait été nécessaire pour enraciner mes idées, en fait. C'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'idées et beaucoup d'inspiration, au fond. Et c'est ça, c'était comme... c'était la deuxième fois que je passais proche de mourir, en fait. La première fois, j'étais allé me promener un petit peu de l'autre côté, je suis revenu, ça fait du bien, c'est fantastique, en fait. Et j'avais l'impression que ça avait donné naissance à mon esprit parce que tu rentres dans l'unité, l'union, la communion complète avec tout ce qui existe et ça fait du bien. Et ça t'ouvre l'esprit terriblement. Mais là, j'avais l'impression que c'était le contraire. Le cancer était venu m'enraciner dans la terre, m'enraciner mon esprit dans la terre. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété le rêve. Là. Ah, wow, absolument. Puis ça commence encore, je dois creuser, donc tu devais le faire. Ah oui, non, c'est ça, je le faisais dans le rêve, oui, c'est ça. C'est ça qui est bon. Oui, il fallait que je le creuse avec mes mains, dans la terre. Ouais, c'était vraiment un rêve très enracinant. Et bien enraciné. D'accord. Alors, donc, et depuis, donc ça date de quand finalement la guérison? En 2007, j'étais en traitement toute l'année et en 2008, j'étais en convalescence toute l'année. Et après, je suis... 2007, 2008. Ouais, c'est ça. Ouais. Parfait. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Alors, on va maintenant faire une petite pause, Guy. Donc, non, pas tout de suite. OK. Une pause s'en vient tantôt. Alors, je rappelle donc aux auditeurs, je suis en compagnie de Guy Corneau, psychanalyste jungien, et on parle de ses rêves à Guy, parce que Guy s'occupe des rêves de tout le monde. Mais... Ça dit oui, quand ils en ont, effectivement, je m'occupe des rêves de mes amis. Puis j'imagine qu'ils ont tendance à t'en raconter. Ils m'en racontent, oui, ça arrive. Voilà. De temps en temps, ils Moi racontent aussi, des rêves. dès que je croise des gens, je dis « Oh, est-ce que je peux vous raconter un rêve, Madame Gratton? » Avec plaisir. Parce que c'est toujours fascinant. Il n'y a jamais 2 rêves pareils. Il n'y a jamais 2... Ah, c'est vraiment intéressant, ben oui. C'est tout un univers. Moi, mais aujourd'hui, on s'occupe des rêves de Guy Corneau. Oui. Alors, pour toi, l'importance des rêves en ce moment... à l'étape où tu es rendu dans ta vie, parce que d'ailleurs, on va le dire tout de suite, maintenant tu fais beaucoup de théâtre et tu es d'ailleurs à Paris ces temps-ci pour une pièce qui s'intitule L'amour dans tous ses états. Ah, et qui parle c'est une pièce sur le couple. C'est une pièce sur le couple, puis moi je joue le psy au fond. Alors j'interviens entre les scènes, d'abord j'explique ce qui arrive dans ce couple-là,
Puis tranquillement, le couple se retrouve dans mon bureau. Puis là, donc c'est très intéressant. Ouais, c'est ça. Que chacun vit. Oui. Oui, puis ce qu'ils vivent, parce que c'est un couple qui va pas bien. Mais l'enjeu de cette pièce-là, c'était de faire rire les gens de ce qui arrive, qui est assez tragique, mais qui arrive chez beaucoup de couples. Et puis qu'il y ait des connaissances en même temps, mais qu'on puisse rire. Tu vois. Donc l'idée, c'était apprendre en s'amusant ici. Et ça marche très, très bien. Je suis très, très content. Ça marche super bien, cette affaire-là. Oui. Donc, actuellement, c'est à Paris. Il y a eu beaucoup de moutures de ça. On l'a réécrit 2-3 fois. Le projet initial, je l'ai écrit avec Danielle Proulx, l'actrice québécoise. Oui, OK. Oui. Et on l'a co-écrit ensemble pour un atelier que je faisais à Cœur.com à l'époque. Et c'est déjà des acteurs québécois, Jacques et Paul Ducharme qui avait monté ça, Jacques Drolet. Paul Ducharme qui jouait dedans, c'est Claude Lemieux, l'acteur Claude Lemieux qui l'avait monté à Cœur.com. On en jouait un petit bout chaque jour, puis là, on travaillait avec les participants avec ça. Et après, avec Claude toujours, on a eu l'idée de la monter en un seul soir. Et ça, on a fait ça en Europe. Okay. Et après ça, on l'a joué dans quelques festivals. Il y a 3 ans peut-être maintenant, on l'a monté aussi au Québec. On l'avait joué au Jésus. Moi, je l'ai... une dizaine de jours. Dans la ville de Québec aussi. On l'avait joué une soirée à Québec, c'est ça, exactement. Dans un festival de santé naturelle. C'est quoi, santé globale. Santé globale, c'est ça. Exact. Et puis, donc, on l'a joué une douzaine de fois comme ça. Mais là, on l'a remonté en France avec une équipe française. Avec une équipe française que tu joues? OK. Oui, c'est ça. Et puis... on était obligé de la réduire beaucoup. Donc, on est passé d'une pièce qui durait 1h40 à une pièce qui dure 1h15, 1h20. Donc, mais elle a gagné en agilité, elle a gagné en vitalité, elle a gagné en vivacité, puis en rire. À 100 000 à l'heure. À 100 000 à l'heure. OK. Donc, et là, est-ce que dans tes rêves, tu reçois de l'inspiration pour écrire autre chose, de la musique? Est-ce que parfois tu t'éveilles le matin avec une... De la musique, oui. De temps en temps, j'ai de la musique. Des fois, j'ai des enregistrements dans mon téléphone de musique que j'ai fredonné en pleine nuit, des paroles ou de la musique qui sort vraiment de la nuit. Là. C'est vrai que tu réécoutes ça le lendemain, tu ne te rappelles même pas d'avoir fait ça pendant la nuit. Là. Et puis... mais non, mais je continue à rêver. Comme cette nuit, j'ai rêvé. J'étais en train d'écrire un petit texte justement pour le théâtre. OK. Et je rêvais à ça. Puis je parlais avec mon interlocuteur parce que c'est une pièce qu'on écrit à 2 aussi. Je disais, ouais, mais ça, là... parce qu'on écrit un peu à tour de rôle. Je vois, mais c'est quoi la longueur de chaque texte? Puis comment chaque texte... à quel point il doit être théâtral, le texte. Je posais toutes sortes de questions techniques. Puis il y avait un de mes vieux amis, Daniel Simard, du théâtre aussi, qui était là près de moi, là-dedans. Puis là, c'était un rêve tout autour du théâtre, en fait, de l'écriture théâtrale et des questions que ça posait. Mais c'est vrai que je me posais des questions là-dessus depuis 2-3 jours, en écrivant le texte. Voilà, on s'endort avec des préoccupations, des questionnements, et la nuit, notre cerveau droit reprend tout ça et nous rejoue différentes possibilités pour que le lendemain matin, on dise, ah tiens, ça sera le meilleur choix. C'était étonnant ce qui se passait là-dedans. Là. Ça me rappelle, j'ai reçu ici Alain Stanquet récemment. Oui. Puis, M. Stanquet disait, moi, je rêve factuel. C'est-à-dire que c'est tel quel, dans la réalité, il se couche le soir, le prochain documentaire qu'il va faire, le lieu, tout ce que ça demande autour. Il rêve durant la nuit, le lendemain matin, il prend ses décisions. Il dit, moi, c'est pas des rêves symboliques, c'est des rêves factuels. Alors, c'est pour dire que chacun a une façon de travailler avec ses rêves. Mais ça, c'est plus les rêves du matin aussi. On le sait maintenant que la dernière heure et demie, c'est effectivement une heure. Le temps de rêve est plus long, de 30 à 45 minutes. Puis aussi, on est plus proche de l'état d'éveil. Donc, les préoccupations de l'état d'éveil sont déjà présentes. Tout ça se réveille, en fait. Et donc, ces rêves-là ont plus tendance à répondre à nos questions parce qu'au début de nuit, on a évacué le stress de jour, on a éliminé les émotions refoulées, on a fait notre bilan, et là, au matin, on a le temps de regarder, qu'est-ce qui s'en vient maintenant? C'est ça. Puis tu vois, dans le laboratoire de rêve, tu te rappelles celui à l'Université de Montréal de Georges Baylor, puis Daniel Deslauriers. Oui. Les autres étudiaient beaucoup cette partie-là du rêve comme solution de problème, comme problem solving, tu sais. Oui. Ton approche, elle est tellement accessible à monsieur et madame tout le monde, c'est que tu as réussi à démystifier cet univers-là du rêve. Et justement, avant la pause, on parlait de l'aspect résolution de problèmes.
grâce à nos rêves. Alors, comment la psychanalyse l'explique ou comment toi, le rêveur qui est comme je pense que c'est ça. C'est-à-dire quand on a vraiment des préoccupations conscientes, le rêve s'en mêle et les réorganise à sa façon. Et des fois, effectivement, nous apporte des réponses ou des façons de revoir ou de considérer les choses d'un autre point de vue. C'est sûr que d'un point de vue jungien, on va dire que c'est effectivement le rêve est un autoportrait de la situation complète du rêveur, pas seulement de notre situation consciente. Nous autres, on est conscients de ce dont on est conscient, mais le rêve apporte quand même un élargissement de ce portrait-là. Et il dit, tiens, il y a d'autres éléments qui sont en jeu. Et ça, c'est intéressant, en fait. C'est ça, c'est le rêve miroir des aspects cachés qu'on n'a pas le temps de s'occuper le jour. Mais aussi, ce que je trouve, c'est le rêve miroir des aspects cachés, mais de la relation qu'on a avec nos aspects cachés. Tu vois, parce que dans le rêve, on est toujours en relation avec des personnages, avec des situations, des éléments. Donc, il ne parle pas seulement des éléments cachés, il parle de comment la relation. On le vit, la dynamique c'est ça, la dynamique. Et ça, c'est un élément important parce que Jung était toujours en train d'insister là-dessus. Par exemple, que le rêve a un aspect compensateur. Ça veut dire compensateur, ça veut dire qu'il part de la situation consciente. Il répond à cette situation-là. Donc, il vient ajouter des éléments compensés à une vision trop partielle de notre propre réalité. Donc, compensateur dans ce sens-là. Et donc, il faut se situer à quelque part. Et c'est quand même assez fort, les termes que Jung employait pour cette discussion-là avec l'inconscient à travers les rêves, parce qu'il disait que c'était comme s'asseoir avec quelqu'un pour avoir une discussion, parce qu'il trouvait que le point de vue de l'inconscient n'était pas plus juste que le point de vue de la conscience. Puis il trouvait ça important que la conscience ait un point de vue, puis qu'elle essaie de le faire valoir même, et ose se confronter avec l'inconscient. Pour qu'il y ait un nouveau terme, un autre, ce qu'il appelait... Oui, c'est ça, le tiers non donné dont il parlait, puisse émerger. Et au début, c'est ça qui est difficile, parce que quand on est jeune, on est fasciné par nos rêves. Et donc, on a l'impression, on les prend pour la vérité. Mais Jung disait, non, mais c'est pas juste. En fait, ce qui est juste, c'est que la conscience défende son point de vue, que l'inconscient présente quelque chose, et que là, il y a une vraie discussion pour arriver à autre chose. Et ça, c'était intéressant, je trouvais, parce que quand j'étais jeune, c'est sûr que dans le début de la vingtaine, j'occupais déjà beaucoup de mes rêves. C'est sûr que c'était tellement fascinant, tout ce monde-là, que j'avais un peu tendance d'être plus qu'à l'écoute, d'être juste fasciné et entretenu par tes rêves, au fond, mais pas assez présent à ma vie consciente, au fond, à ma vie active. D'éveil, c'est ça. Il y avait la vie de nuit qui prenait beaucoup de place. Et la vie de jour devait s'ajuster, devait combiner le tout. Et donc, c'est toutes sortes de choses que tu apprends en cours de route. Et Jung n'était pas du tout contre l'idée qu'il y ait une tension dans l'être. Il trouvait que fallait être capable de tolérer de la tension psychique, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en accord avec nous-mêmes ou avec notre inconscient ou avec les parties même conscientes. Et donc d'être capable de tolérer de la tension psychique pour que justement des nouveaux éléments puissent naître, plus qui synthétisent ou qui amènent une nouvelle avenue ou une nouvelle position à laquelle on n'a pas pensé. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Parce que nous sommes tous des êtres, à la base, des êtres illimités, mais limité par les conditionnements, limité par l'information, et plus le rêve pouvait nous en donne de l'information, plus on peut atteindre l'état illimité, qui est notre nature spirituelle, finalement. Oui, c'est ça. On est quand même sur la Terre, donc c'est déjà un environnement limité en grande partie. Donc, avec un corps émotionnel limité par ses expériences, un corps mental limité par ses connaissances. Alors, comment laisser jaillir le côté spirituel de nous à travers ces limites-là? Alors, le rêve à la fois psychanalytique pour aller découvrir nos parts d'ombre, mais l'aspect spirituel pour découvrir notre part de lumière. Ah, tout à fait. Non, je pense que les rêves ont vraiment un aspect... Dans tes plus beaux rêves. Mes plus beaux rêves. T'en as-tu un en mémoire que tu peux nous partager? Je pense que les plus beaux rêves, pour moi, c'est des rêves où il y a de la musique. Oui. Et les rêves sur le bord de l'océan, où il y a de la musique qui naît du rêve, ou des choses comme ça, puis que je me réveille avec de la musique, ça, c'est quand même des rêves très, très, très particuliers. Puis quelle action tu poses dans un rêve de musique? Est-ce que tu l'écoutes, tu la vois, tu danses, tu la joues?
Je l'entends, en fait. Tu l'entends? Oui, je l'entends, la musique. Oui, c'est ça. Puis souvent, elle se matérialise justement par de la pluie ou des vagues ou des choses comme ça. C'est la musique de la nature, au fond. Ah, wow. Et, oui. Mm-hmm. Mais des fois, il y a des vrais rêves de musique où je joue de la guitare et je joue une mélodie que je connais pas. Puis là, je peux l'apprendre. Le lendemain, oui, je suis capable de l'apprendre. Tu peux la reproduire pour la jouer. Oui, c'est ça. Mais des fois, des rêves aussi très... j'ai déjà fait un rêve où j'allais d'un ciel à un autre. Oh, raconte. C'était comme dans un état de méditation. Dans mon rêve, ça partait comme dans un état de méditation. Okay. Puis là, je passais d'un niveau de ciel à un autre niveau de ciel. En tout cas, il y avait au moins 7 niveaux de ciel comme ça. Et c'était incroyable comme rêve. Donc, les dimensions intérieures, tu les as visitées les différents consciemment. Paliers, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des couleurs ou des sons particuliers à ce moment-là dans chacun? Ou non, j'avais plus l'impression que c'était des états... des états vibratoires? Oui, non, mais plus aussi de béatitude ou de... Vers plus de béatitude. Oui, c'est ça, à mesure que tu avances, d'émerveillement, de béatitude et tout ça. Ça, c'est des beaux rêves. C'est des rêves qui font beaucoup de bien, qui nous réparent, qui nous... Oui. Ouais. Ça, j'appelle ça mes vitamines de nuit. Oui, c'est ça. Quand je reviens d'un rêve comme ça, c'est comme, oh, Nicole, t'es plus que juste ce corps physique-là. Là. On appartient à d'autres dimensions. Bien sûr. Puis en fait, heureusement qu'on s'en rappelle pas trop parce qu'on voudrait dormir tout le temps. Alors, ça arrive juste au bon moment pour nous revitaliser. Oui, mais en même temps, c'est quand même l'idée d'incarner ces dimensions-là sur la Terre. Oui, par notre créativité. La créativité, mais aussi par nos états intérieurs. Nos états d'être. En changeant nos états intérieurs, en vibrant autrement, au fond. Oui, ça, de vibrer au maximum de notre... Oui, c'est une invitation à incarner plus de choses lumineuses. Et ton pire cauchemar à vie, quel a été? Le cauchemar que je racontais tout à l'heure, des punks qui mangeaient celui-là. Une rockstar vivante, là, ça c'était quand même assez raide là, comme histoire. Non, ça c'était très très cool. Là, ça m'a fait vraiment peur, ce rêve-là. J'ai eu vraiment vraiment peur. Bon, puis il faut dire que c'était le diagnostic, ma vie était menacée aussi pour vrai, donc c'était très épeurant. Voilà, puis les cellules cancéreuses qui attaquaient les cellules saines aussi. Oui, il y a toutes sortes de choses dans cette... toute l'imagerie du corps qui veut s'exprimer. Oui. Et je me souviens aussi, parce que tu étais venu à un colloque qu'on avait organisé, nous, le réseau du rêve, et tu avais raconté le rêve sur lequel il y avait, sur un convoyeur, il y avait des poissons qui circulaient, puis qu'il y en avait qui étaient de plus en plus... La santé, c'était des signes de santé. Te souviens-tu de ce rêve-là, Guy? Non. Oh, c'était un beau rêve. J'ai oublié les détails, mais c'était vraiment là, de les voir passer sur un convoyeur. Ah oui, tout à fait. Ah oui, mais ça, c'était au début de la chimio. Puis il fallait passer dans une machine, et c'était une machine qui nous régénérait. Puis, moi, j'appelais ça... Dans le rêve, ça s'appelait The Green Machine. La machine verte parce que c'était une machine de régénération. Puis on se laissait tomber à la renverse. Ça avait comme un étage de haut. Il fallait se laisser tomber à la renverse dans cette sorte de tunnel-là. Puis quand on sortait, on avait des membres fluorescents, verts et toutes sortes de couleurs comme ça. C'était incroyable. Là. Le vert qui est la couleur de la guérison. Ouais, c'était un petit peu martien quand même comme rêve. Là. Puis j'étais avec mon amie Maryse Labonté dans ce rêve-là. Puis elle trouvait ça mais tellement drôle. Puis plus on passait souvent dans la machine, plus elle trouvait ça drôle. Là. C'était incroyable comme rêve de guérison. Puis moi, ça, j'avais trouvé ça très instructif parce qu'effectivement, il y avait des poissons sur cette sorte de convoyeur-là, ceinture-là qui roulait. Là. Et puis, il y en avait qui, effectivement, étaient gonflés par la chimie. Il y en a qui étaient des cellules mortes. Il y avait des cellules vivantes. C'était très, très particulier comme rêve. Mais quand même, j'avais trouvé que tout le rire qu'il y avait là-dedans, puis la couleur verte, puis cette machine-là, de Green Machine, que ça... C'était de bon augure, mais... Totalement. Puis ça invitait à l'humour aussi, de garder le sens. Oui, de l'humour. Ce que j'ai pu faire pendant le cancer. Enfin, ce que j'ai dû faire. Oui. Pour survivre. Et il y a une expérience que tu as vécue aussi à la fin de ton cancer qui, pour moi, a été très marquante. Tu l'avais partagée aussi lors du colloque. C'était
lors de la dernière méditation que tu es allé faire dans un chalet, un camp, avec une rencontre de groupe, et les cellules de ton corps, dans ton ventre, qui ont parlé, qui t'ont dit, oui. On veut vivre. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était plus... Raconte-nous. Là, ça fait comme une semaine qu'on est en pleine... on travaille beaucoup avec l'imagination. On travaillait beaucoup à créer une réalité imaginaire. Et de soir en soir, on créait notre réalité imaginaire et on l'augmentait. Autrement dit, moi, je vais créer, par exemple, une réalité où j'étais dans un champ c'était un champ de marguerite géante avec des cieux fuchsia, dorés, violets, puis j'étais couché dans des blés mûrs, j'étais tout habillé en blanc, puis comme on y retournait de soir en soir, j'avais fini, c'était comme finalement c'était une sorte de clairière au milieu d'une ville qui était toute blanche et où tout le monde travaillait en chantant. Donc ça, c'était la réalité que j'avais créée. Okay. Et l'idée, c'était de retourner dans cette réalité-là à chaque fois qu'on était un peu trop stressé ou menacé et tout ça. Et c'est très pratique quand tu es malade pour changer, au fond, tes états intérieurs. Et moi, j'utilisais beaucoup ça la nuit parce que au petit matin, on se réveille angoissé. Et donc, j'écoutais d'abord mes émotions, je les prenais en note. Hein, c'est de la colère, t'es irrésolu à ce qui se passe, t'es révolté, t'es triste. Et donc, j'écrivais tout ça. Et après ça, j'allais dans cette réalité imaginaire-là pendant 10-15 minutes pour changer, transformer mon état intérieur. Okay. Et après, j'étais dans un espace méditatif pour 10-15 minutes. Et donc, on fait ça pendant une semaine de temps, puis après ça, on continue encore dans d'autres types d'exercices, dont un que j'ai mis en ligne avec Pierre qui s'appelle le dialogue avec les cellules, qui est une façon de parler aux cellules en difficulté dans notre corps. Et aux parties malades, en fait. Et donc, ça, c'est sur le site guicorneau.com. Et je pense même que c'est sur YouTube, Facebook, YouTube et tout ça. Avec Guy Corneau, ça s'appelle Dialogue avec les cellules. Okay. Et donc, ça, c'est vraiment un travail, justement, de détente, mais aussi d'écoute de la maladie. Parce que je trouve qu'on est beaucoup dans des attitudes de combat. C'est le cancer, même juste la grippe ou le rhume. On est toujours en train de combattre, alors qu'au fond, il y a un premier mouvement qui est absolument nécessaire, qui est écouter. OK. Et si j'ai écouté, je peux répondre. Mais tu peux pas avoir d'influence sur ton corps ou sur ton esprit si tu n'as pas d'abord écouté dans quel état tu es et que là, tu puisses inviter ta psyché ou inviter ton corps à prendre une autre direction que là, tu vas lui proposer à travers de l'imagination, à travers des rêves, au fond, des rêves éveillés, des choses comme ça. Pierre et moi, dans nos séminaires sur la santé, on travaille beaucoup avec cet espace-là du rêve éveillé, en fait, que les gens rêvent leur vie en santé. On établit même une sorte de plateforme là, psychique où les gens créent une sorte de laboratoire de rêve, si tu veux, où ils viennent rêver à cet endroit-là, leur vie éveillée, sur des écrans, comme ils veulent, en fait. Ça peut être digital, ça peut être juste sensitif, et tout ça. Donc, on travaille beaucoup avec ça. Et là, on était là, on a fait ces travaux-là pendant 2 semaines de temps. Et à la fin de ça, il fallait... l'idée, c'était, après une longue détente, c'est d'écouter le message de nos cellules au-delà du mental. Donc, l'idée, c'était de se retrouver dans un silence intérieur et d'écouter le message qui viendrait des cellules. D'accueillir ce qui allait monter. Puis moi, j'étais jamais quelqu'un qui est très mentalisé, disons. Et qui a c'est beaucoup servi du refuge du mental pour survivre. Et donc, ce qui m'a valu beaucoup de maladies. Et donc, je n'avais pas beaucoup confiance à mes habiletés d'écouter mes cellules au-delà du mental. Et donc, c'est la longue détente et tout ça avant de... Et là, moi, j'ai pas du tout, ce que j'explique souvent en conférence en riant, c'est que j'ai pas du tout entendu le message de mes cellules. Moi, j'ai entendu le cri de mes cellules. Le cri? Oui, c'était très, très, très clair. C'était très simple. C'était « nous, on veut vivre ». Et là, je comprenais. Puis là, je sentais toutes sortes d'une chaleur dans moi là, qui montait à partir des racines du ventre, qui montait dans... Et plus ça montait, plus j'étais de bonne humeur. Parce que quand c'est arrivé en haut, j'étais complètement de bonne humeur, en extase, j'allais dire. Et donc... Et là, je comprenais au fond que je m'étais aussi réfugié dans une sorte d'interprétation de ma réalité qui n'était pas juste. Parce que ces séminaires-là avaient commencé, où on devait dire chacun où on en était, puis moi, j'avais dit, au début du séminaire, j'avais dit, je pense qu'il n'y a aucune cellule de mon corps qui veut vivre. C'est fatigué,
Qui était prêt à démissionner. Ça veut mourir, et puis on viendra dans un autre véhicule s'il faut. Voilà. Et j'étais plutôt dans cet état-là, mais là, à la fin du séminaire, là, je comprenais que j'étais, moi, enfermé dans une interprétation d'une réalité qui n'était pas juste et qu'au fond, toute la vie en moi voulait reprendre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu une attitude très, très différente à travers l'épreuve parce que je comprenais que ça cherchait plutôt à vivre qu'à mourir et que c'était moi qui étais l'obstacle, en fait. Voilà. C'est ça qui est important de comprendre. Okay. C'est que c'est moi... Soit avec notre tête. Oui, c'est ça. Ce qu'on interprète de notre réalité ou de la réalité, c'est l'obstacle, en réalité. Et là, tu as fait confiance à tes cellules et elles se sont... Oui, je me suis surtout appliqué à être de bonne humeur, en fait, et à faire des choses qui me rendaient de bonne humeur. J'ai vu beaucoup mes amis, j'ai bien mangé, j'ai fait un petit verre de vin, j'ai fait toutes sortes d'affaires qu'on n'est pas supposé faire pendant qu'on a un cancer. Mais non, la vie a repris ses droits, la musique, le théâtre. Bon, j'étais sûr que j'étais en chimio, hein. C'était difficile, j'avais 3-4 heures à peu près d'activité par jour. Mais j'étais super de bonne humeur. Et... j'ai beaucoup fait mes exercices aussi, le dialogue avec les cellules, je faisais ça chaque jour. Puis la réalité imaginaire, je fréquentais ça 1 ou 2 fois par jour. Voilà, puis c'est intéressant parce que l'enfant que tu étais, qui avait une réalité imaginaire de laquelle tu avais peur, menaçante, en tant qu'adulte, dans un processus de guérison, là, tu pouvais réutiliser cette réalité imaginaire-là pour le bien, pour ton bien. Oui, puis ce que je conseille aux gens de faire, puisque ce qu'on fait dans nos séminaires, s'ils viennent travailler avec Pierre et moi, on utilise beaucoup de processus comme ça. Parce qu'au fond, je veux dire, c'est simple, hein, notre cerveau ne fait pas la différence entre des événements intérieurs et des événements extérieurs. Tout à fait. Ce qui est vrai pour ton cerveau, c'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive. Et donc... l'entretien des réalités imaginaires, pour ton cerveau, c'est une réalité, là. Oui. Tu ne fais pas de différence entre après avoir écouté une tristesse, si tu t'en vas vers de la joie, puis tu te vois dans des actions joyeuses, pour ton cerveau, c'est ça qui est en train d'arriver. Et donc, moi, j'explique souvent aux gens, je leur dis, écoutez, il faut que vous donniez la direction au processus cellulaire. Il faut qu'il y ait quelqu'un au volant de l'auto pour vous dire on s'en va par là, on s'en va vers la santé, puis il faut que vous lui manifestiez en imaginant vos organes, vos muscles en train de se guérir et de sentir toute la force des cellules souches qui s'investissent là-dedans puis qui ont une vocation de santé et puis que de la chaleur, de la lumière, de la joie. Et c'est très puissant parce qu'il n'y a pas de limite, hein. Tu peux aller, tu peux étendre ça. C'est toi la limite, hein. C'est ton esprit la limite de ça, je veux dire, et tes croyances, mais ces sensations internes-là, tu peux les amplifier énormément. Donc, mais ça, c'est ça que les gens comprennent mal, en fait. Oui, c'est ça. Mais les gens comprennent mal aussi qu'on est dans une sorte d'auto-stimulation de soi-même, de nos capacités, en fait. Et souvent, on reste dans des zones très conformistes ou très conservatrices par rapport à ça, mais on peut aller beaucoup plus loin. Genre, c'est trop beau pour être vrai, puis ça, je mérite pas. Oui, les croyances nous arrêtent, oui, c'est ça. Croyances. Mais tu sais, par exemple, si tu t'appelles Alexandre Despatie, que tu es plongeur olympique, ben ton coach, qu'est-ce qu'il te fait faire pour te réparer d'une blessure au plongeon? Il te fait faire de la visualisation, mais pas une fois par jour, 10 fois, 20 fois, 100 fois par jour. Jusqu'à temps que tu puisses imaginer ton plongeon parfaitement en microsecondes, parce qu'il sait, ton coach sait que le corps va suivre l'esprit. Et c'est ça, tout ce travail-là d'imagination créatrice. Moi, j'aime mieux appeler ça l'imagination créatrice plutôt que la visualisation. Parce que la visualisation, souvent, c'est très mental. Donc, imagination créatrice, c'est quelque chose, c'est un imaginaire qui vient changer, qui vient créer un nouvel état en toi. Il faut que tu le sentes. Tant que c'est pas physique, ça n'existe pas en réalité. C'est mental. C'est un effet superficiel. Mais quand ça devient dans ton corps... Puis à force de le faire, ça s'intègre, ça rentre, ça se manifeste. Oui, t'acquiers de la capacité. Et c'est pour ça, moi, que souvent, dans mon journal de rêve, j'écris « Cette nuit, je m'ouvre à de nouvelles réalités. Cette nuit, je découvre un potentiel illimité en moi. Cette nuit, montrez-moi ce que je peux faire, ce que je peux être. » Fait que j'invite mes rêves à être généreux dans leur information, dans leur... pour moi, c'est comme de m'endormir le soir, c'est un moment idéal pour aller puiser plus que ce que je peux m'imaginer même de jour. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est sûr, parce qu'il faut que tu sais, on s'ouvre la nuit, puis on va se promener, puis
on fréquente la réalité universelle, l'intelligence universelle aussi. Oui. Mais moi, je faisais un exercice intéressant, des fois avant de m'endormir. C'était Pierre qui nous avait proposé ça à un moment donné. On se donne des fois des petits devoirs comme ça. Okay. Et c'était, on imaginait des choses inutiles. Comme? Toutes sortes de choses. Tu peux imaginer un objet pour ouvrir les bouteilles ou pour enlever n'importe quoi qui te vient. Une machine incroyable ou des autres sortes d'êtres humains, peu importe. Et c'est juste s'endormir là-dedans, dans cette climat d'imagination infinie, en fait. Ah, OK. Et jusqu'à temps qu'elle sourire aux lèvres. Ah, oui, OK, dans ce sens-là. Oui, oui. OK, de créer un état de bien-être, de joie, de plaisir. Mais à partir du jeu, à partir de l'imagination, à partir des images. Ah, c'est bon. Tu es déjà dans un rêve éveillé, au fond. Tu es déjà dans un rêve. Okay. Et ça, c'est très agréable parce que c'est inutile. Donc, ça n'a aucune... Ouais, ça implique là, on est rien. le contraire de la solution de problème. On n'est pas dans les problèmes, on est dans le plaisir d'imaginer. Et là, tu retrouves beaucoup de choses à l'enfance parce que les enfants, par exemple, les enfants crient en courant. Personne ne sait pourquoi. Ils rient puis ils crient en courant. C'est vrai. Mais ça n'a aucune espèce ça sert à rien. C'est juste drôle. C'est drôle. C'est ça. Et les enfants, il y a beaucoup de choses dans leur vie qui c'est comme ça, en fait. Et tu retrouves cet état-là d'imaginer pour imaginer. Mais ça sert, hein, parce que j'avais aussi, je me rappelle mon professeur de Tai Chi qui est décédé maintenant, qui s'appelait Vladi Stefanovic, qui a fondé l'école de la voix intérieure, nous disait, vous n'avez pas besoin de faire du Tai Chi chaque jour, mais les journées que vous n'en faites pas, imaginez votre Tai Chi. Et ça sert tout autant. Imaginez-vous en train de faire votre Tai Chi. Parce qu'il dit, de toute façon, ça l'imprime dans le corps. Qui va faire tous les circuits neuronaux du cerveau jusqu'à la cellule. Ah, c'est génial. 3 millions, on achève bientôt, mon cher Guy. Je t'ai apporté un journal. Ah, c'est gentil. Ben oui, je regardais ça, je me disais, ils sont bien beaux, ces petits journaux-là. Il y a 30 pages au début de la méthode de comment les écrire, puis les thèmes mensuels, et puis toute l'explication. Si tu as le goût de recommencer à écrire tes rêves. Moi, je suis très méthodique et structurée, donc... Moi, je suis une fleur indisciplinée, tu sais. Bon, ben amuse-toi à ce moment-là dans tes rêves. Il y a tellement de discipline dans ma vie que... Et puis, je t'offre aussi l'art de rêver, ah oui, merci beaucoup. sûr, parce qu'il a été réédité, hein, c'est sa 4e édition. Ça a été mon premier livre, paru en 94 avec Alain Stanquet, réédité aux éditions Le Dauphin Blanc. Et j'ai mis dedans... Après 30 ans d'expérience avec mon propre journal de rêve, à la fin de chaque chapitre, j'ajoute où j'en suis rendue 30 ans plus tard, parce qu'aujourd'hui, ça fait 36 ans que j'écris. Ça me fait plaisir. Alors, et peut-être pour les auditeurs, est-ce qu'il y a des activités au Québec que tu fais prochainement, Guy? J'ai une conférence à Saint-Hyacinthe demain soir, mais là, on sera plus en ondes. On va être passé à ce moment-là. Ouais, non, parce que là, je suis beaucoup avec mon histoire de théâtre à Paris. Là. À Paris, J'ai pas mal d'activités cet automne à Paris, mais je reviens au mois de novembre. J'ai plusieurs conférences publiques. Il faut regarder sur le site guycorneau.com ou sur les pages Facebook Guy Corneau. On a tout ça. Tout est là pour te suivre. Oui, c'est ça. Participer à tes activités. C'est ça. J'ai un petit peu délaissé le Québec. Je m'en excuse parce que la passion du théâtre m'a gardé en Europe cette année. Mais nous, on va te retrouver dans d'autres choses. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on amène ça au Québec. Alors, ça se peut qu'on ramène la pièce au Québec. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Super. Alors, comme mot de la fin, que dirais-tu du rêve pour toi? Quel est le cadeau du rêve qu'il apporte dans ta vie? Quels sont les bénéfices? Ben, moi, je suis quelqu'un qui a... La vie peut facilement m'ennuyer, mais les rêves, jamais. Ah. C'est comme une affaire que tu n'as pas de réponse, puis ça te fait un objet intérieur avec lequel tu peux jouer, sentir, ressentir. Puis, tu sais, Jung nous avait déjà proposé de se mettre à la place de chacune des parties du rêve, de vraiment entreprendre un dialogue très profond avec tout ça. Alors, moi, je trouve que ça veut dire qu'on a toujours un objet intérieur. Comment ressentir les choses et tout ça. Puis c'est un objet intérieur qui nous permet d'adopter justement un autre point de vue sur nous-mêmes et sur la vie qu'on vit, sur notre vie consciente. Et dans ce sens-là, moi, je trouve que quand les rêves sont rentrés dans ma vie, l'ennui est sorti en même temps. Parce que je suis quelqu'un qui, justement, pouvait facilement s'ennuyer à ce qu'il faisait. Mais les rêves, tu peux pas t'ennuyer parce que c'est toujours nouveau. Puis il y a un émerveillement chaque matin. La production de l'inconscient est fantastique et colorée. Des surprises
Alors, merci infiniment. Donc, Guy merci Corneau, beaucoup, Nicole. Merci de m'avoir reçu. De te recevoir. Oh non, merci. Et puis, c'est un honneur de bientôt. venir. Merci bien. Merci à toi.